tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on va faire un update lecture sur mes premières lectures du mois d'octobre. Donc ces 15 premiers derniers jours. Je dis 15 parce que le jour où je tourne on est le 17. Et je voulais vous faire un petit retour sur les livres que j'ai déjà lus parce qu'il y en a pas beaucoup. Est-ce que la panne de lecture un petit peu s'est continuée sur le début du mois d'octobre? Je ne sais pas. En tout cas je sais qu'il y a un livre qui m'a un petit peu bloqué. Voilà, j'y ai passé beaucoup de temps alors que j'aurais pas dû et puis j'ai eu une grosse pavasse, voilà. Par contre, je remarque que c'est très peu halloweenesque et il va falloir remédier à ça. Je vais changer tous mes plans pour le reste du mois d'octobre parce que s'il y a un mois où livre des choses un peu creepy et spooky, c'est maintenant. Du coup, je pense que je vais réaménager ma pile à lire du mois d'octobre et mettre d'autres choses peut-être. Peut-être du coup pas compléter ma palle en jeu, le jeu que je fais tous les mois, je vous le mets juste là, où je choisis des lectures en fonction des consignes que je tire tout simplement. Je crois que je vais faire fi de tout ça et que je vais essayer de lire ce que j'ai envie, ce qui me donne envie, ce qui est dans le mood un peu spooky parce qu'en fait je me suis réservé plein de livres pour cette époque et en fait j'ai lu absolument pas ça. Voilà, je pense que je vais commencer tout de suite par la lecture audio, comme ça on n'en parle plus. Il s'agit des Dominos de la vie de Laure Manel, donc publié chez Michel Lafon. J'avais jamais encore lu de Laure Manel, mais on m'en a beaucoup parlé et du coup ça me donnait quand même pas mal envie. Et on va dire que ça n'a pas été une franche réussite, pas que c'était mauvais hein, mais il y a quelques points qui m'ont gênée. Déjà parlons du format audiobook. En fait, le livre alterne entre ce qu'ils appellent vie d'Amélie, donc le personnage principal, et vie de l'autrice, je crois, qui a vécu des choses un peu similaires. Et au début de chaque transition, sachant que les chapitres sont très courts et qu'il y a du coup beaucoup de transitions, il y a une espèce de petite musique et que je trouvais que ça vraiment ça coupait la lecture audio, même si en effet ça marquait la bonne démarcation entre ce qui se passait dans l'histoire et ce qui se passait au niveau de l'autrice, mais j'ai trouvé que c'était trop long, il y en avait trop et que ça desservait, voilà, à l'audiobook. Par contre, ce que j'ai bien aimé, le point positif, c'est qu'on avait une narratrice pour la vie d'Amélie, donc le personnage principal, et je crois que l'auteur narrait elle-même en fait les passages qui lui étaient vraiment arrivés. Donc sur ce point là je trouvais que c'était plutôt pas mal. Je l'avais demandé sur NetGalley, donc voilà, j'avais complètement oublié que je l'avais. D'ailleurs à un moment je me suis dit tiens, il me semble que j'étais chaude sur NetGalley à écouter parce que j'aime beaucoup prendre des audiobooks sur NetGalley parce que sur Scribd en fait, là où j'ai la plupart de mes audiobooks, ils sont tous en anglais, donc c'est bien de temps en temps d'en avoir en français, c'est plutôt cool. Les Dominos de la vie, c'est une histoire qui parle d'Amélie qui a eu un cancer et qui, au moment où on lui annonce qu'elle est enfin guérie, qu'elle n'est plus en phase de rémission, que c'est fini, et elle se remet vraiment en question, elle remet toute sa vie en question, elle commence à vraiment s'interroger et plusieurs choses vont découler. Du coup on va à la fois apprendre ce qui s'est passé avant mais aussi suivre sa pensée sur le fil et en parallèle on a des choses qui sont arrivées à l'autrice qui a en fait subi des violences obstétriques. Notamment il y a un parallèle avec la façon dont Amélie a eu son enfant, pareil, suite à des violences obstétriques et ça a mené à la découverte de son cancer en fait tout simplement. Et donc Amélie elle a passé toute sa vie en fait de maman, tout simplement de mère en fait, à avoir un cancer, à associer un petit peu ça aussi à son cancer, son accouchement. Et une fois qu'elle est guérie, elle décide que en fait c'est pas la vie qu'elle veut. Elle décide que son mari finalement elle a plus envie d'être avec lui, qu'elle a envie de vivre sa vie, de faire ce qu'elle veut vraiment du moins. Et s'il y a quelques côtés plutôt touchants à cette histoire et qui permettent aussi de mettre en lumière les violences obstétriques qui sont faites tous les jours à plein de femmes, il y a des petites choses moi qui m'ont un peu dérangée, ce côté je laisse tout tomber sans vraiment me soucier des autres. Voilà, ça m'a un peu brusqué parce que je connais des personnes à qui c'est arrivé et ce côté je veux vivre ma vie donc je fais ce que je veux sans me soucier de tout le mal que je peux faire, ça j'ai un peu de mal. Et j'ai trouvé qu'elle était trop dans l'égoïsme
de dire je dois vivre ma vie, je dois vivre ma vie, je dois penser à moi, alors que moi j'ai une considération de la vie où évidemment il faut s'écouter, il faut faire des choses qu'on aime, mais il faut aussi prendre en compte les sentiments des autres pour pas être égoïste en fait tout simplement. Et moi je l'ai trouvée très égoïste. Ça s'est un petit peu atténué sur la fin parce qu'elle commence à avoir des remords. Elle a accepté aussi le fait que sa sœur lui dise qu'elle était égoïste et elle a dit oui c'est vrai en effet j'ai été un peu égoïste. Et du coup ça s'est un petit peu... Enfin cette impression s'est un petit peu diluée au fil du récit. Mais au début j'étais vraiment brusquée et d'ailleurs j'ai arrêté l'écoute pendant un petit moment parce que ça me... Voilà, j'étais pas dedans et un livre un peu feel good, enfin pas feel good parce qu'il traite de sujets quand même très graves, mais un livre dans ce style où on n'accroche pas du tout avec l'héroïne principale, c'est quand même assez dérangeant je pense. Du coup voilà, je ressors assez mitigée sur cette écoute, tant au niveau du format que du contenu, parce que voilà, j'ai trouvé que c'était fort, c'était touchant, qu'il y avait plein de bonnes choses, plein de... Voilà, de réflexions qui étaient intéressantes, mais en même temps l'égoïsme, surtout au début, du personnage principal m'a un peu freinée. Du coup voilà, c'était une lecture un petit peu en demi-teinte. Ensuite on va parler pour continuer, en fait je crois que je vais vous faire tout ce que j'ai pas aimé en premier et ensuite ce que j'ai aimé. Comme ça on finit par le bon. La lecture qui m'a presque mis dans une petite panne, il s'agit d'un mariage royal d'Alison Moncler chez 10-18. C'est le deuxième tome des aventures de Iris Sparks et Gwendoline Brentbridge. J'avais beaucoup aimé le bureau du mariage idéal. On a lu les 2 tomes dans le cadre du Cozy Mystery Book Club sur Instagram. Et donc le premier tome avait vraiment été une super découverte pour moi, j'étais trop contente qu'on lise le deuxième tome. En plus c'est Morgane, donc une des filles du club en fait, qui me l'avait offert parce que j'avais gagné un concours sur Instagram qu'elle avait organisé. Du coup j'étais trop contente de le lire et franchement ce livre c'est la personnification de la déception du tome 2, voilà. En fait les aventures de Sparks et Brentbridge c'est l'aventure de 2 jeunes femmes qui sont dans le Londres d'après-guerre, voilà, après la Seconde Guerre mondiale, et elles montent une agence de rencontres matrimoniales, donc à l'ancienne hein, avec des fiches à la main, voilà. Et sauf qu'un jour, je crois que c'est une de leurs clientes qui est assassinée et du coup c'est un de leurs clients qui les avait mis en fait en relation qui est accusé et elles vont chercher à l'innocenter. Donc ça c'était l'histoire du bureau du mariage idéal. Dans un mariage royal, on va suivre nos 2 comparses en fait qui ont gagné pas mal en notoriété quand même, il faut le dire, suite à la résolution du meurtre donc dans le premier tome, et elles continuent leur petit business, voilà, ça devient un peu florissant, chacune a des intrigues personnelles qui commencent à se développer, mais tout juste, jusqu'à ce que la cousine de Gwendoline, qui est... Gwendoline en fait c'est une femme qui se situe dans les hautes sphères aristocratiques, voilà, de la bourgeoisie londonienne en fait, enfin bourgeoisie même plus, hein, de l'aristocratie londonienne, et sa cousine travaille au palais il me semble, ou alors est une proche du palais, quelque chose comme ça, et elle lui rapporte que la reine, enfin, la princesse pour le coup, parce qu'elle n'est pas encore reine, Elisabeth II a reçu des lettres de menaces qui risquent en fait tout simplement de faire éclater le futur mariage qu'elle doit avoir avec Philippe de Grèce, donc le futur mari d'Elisabeth. Donc c'est clairement une demande de, voilà, de rançon, de chantage pour pas divulguer certaines informations, et du coup la cousine de Gwendoline leur demande d'enquêter toutes les 2 pour sauver en fait le mariage royal quoi en gros. Et moi je m'attendais vachement à une plongée dans la famille royale londonienne, voilà, connaître un peu plus Elisabeth, avoir des petites anecdotes, et en fait c'est très en surface parce que tout le livre va quasiment se concentrer sur un homme qui s'appelle Talbot et qui est grec et qui aurait fait des choses un peu bizarres, et en fait tout va tourner autour de lui, et du coup j'étais vachement... frustrée parce que la seule chose qui concerne vraiment les personnes, donc Philippe et Elisabeth, c'est une rumeur qui se révèle infondée. Voilà, c'est un truc qui en fait n'existe même pas, et toute l'enquête vraiment limite est hors la famille royale. Et du coup j'étais vachement déçue parce que je m'attendais à
vraiment la famille royale. Et en plus j'ai trouvé qu'il y avait quand même énormément d'éléments dans ce tome qui parasitaient l'enquête principale, si bien qu'on finissait par s'y perdre un peu, j'ai trouvé. Et j'ai été vachement déçue à ce niveau là. Bon après ça se laissait lire hein, mais voilà, je crois que j'ai mis une semaine pour lire 370 pages en poche. Enfin, vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à lire, faut dire que j'étais aussi fatiguée mais quand même quoi, enfin je veux dire... J'y ai passé du temps quoi sur cette lecture commune. Je crois qu'on est tout un petit peu dans le même cas où on est un peu déçu par ce deuxième tome. Il y en a quelques-unes qui l'ont aimé, mais moi je trouve qu'il est vraiment en dessous du tome 1 et c'est bien dommage. J'espère que le tome 3 renouera avec ce qui fait que cette saga est vraiment sympa. Et puis voilà, et puis j'espère aussi qu'on approfondira un petit peu plus les relations personnelles des deux protagonistes. Parce que dans le tome 1, on apprend beaucoup de leur vie et leur vie influe beaucoup l'enquête, alors que là c'est vraiment très léger et je trouve qu'on, notamment Iris, on la met beaucoup en retrait et c'est bien dommage. Le troisième livre, là je pense que c'est plus un bof, pas trop mal que déception. Il s'agit de Personne n'oubliera de Caroline Corcoran, publié chez Hauteville. Je l'avais reçu en service presse, donc encore merci hein, aux éditions Hauteville. Autant j'avais adoré Ton jour viendra qui m'avait envoyé, autant celui-là c'est plus mitigé quand même. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Scarlett, qui vient tout juste d'être maman, qui a un blog super connu où elle poste sur Instagram tous les jours par rapport à sa vie de maman dans le Cheshire, enfin, voilà. Et en fait, un jour, elle rentre de son congé maternité, elle arrive au boulot et là elle se rend compte que tout le monde a reçu une sextape d'elle et que en fait sa vie commence à s'effondrer tout simplement parce que son mari il est au bout, parce que tous ses collègues la regardent de travers, donc elle décide de quitter son boulot. Et en fait sa seule source de réconfort, c'est ses amis du cours de préparation à l'accouchement qui habitent donc dans la même ville qu'elle, sauf que est-ce qu'elle peut vraiment leur faire confiance? Voilà. Que dire? J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de suspense. J'ai trouvé que c'était pas du tout palpitant. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre pour que ce soit palpitant. Je pense notamment à Anatomie d'un scandale, la série télé, où on est constamment en train de se dire mais est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il l'a pas fait. Voilà, là en fait je trouvais pas ça palpitant. J'avais pas forcément envie de savoir qui était la personne qui avait fait fuiter la sextape, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'étau qui se resserre. C'est voilà, c'est juste aller au bout de sa vie, c'est plonger vers le désastre en fait, sa vie, mais je sais pas, il y a quelque chose qui rend le tout pas trop pas énormément de suspense quoi. Du coup voilà, je suis quand même assez déçue. Je trouve aussi que Scarlett est insupportable, elle est en train de se plaindre H24 alors qu'elle a une vie quand même vachement sympa et puis toujours elle est en train de chouiner en disant oui j'étais vraiment dans la misère avant, je faisais n'importe quoi mais en même temps je n'aime pas ma vie parfaite, presque, enfin c'est un peu ça. Et j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage principal, j'ai eu un petit peu de mal avec le fait qu'on n'ait pas énormément de suspense. Ça se laisse lire, je l'ai lu très rapidement, hein, c'est assez page turner l'écriture, voilà, ça se lit vraiment vite, mais voilà, j'ai pas eu ce truc qui m'a tenu en haleine et je trouve ça un peu dommage, bien que je dois avouer que la révélation de fin rend le truc un peu plus sympathique, mais je l'avais vu finir. Du coup, voilà, c'est un peu moins... Mais quand même, je trouve que cette fin rend le tout un peu plus sympa, mais voilà, ça n'a pas été un gros coup de cœur. Ensuite, le livre que j'ai presque préféré dans toute cette sélection, c'est Phobos de Victor Dixon, publié chez PKJ en version poche. C'est l'histoire de 6 garçons et 6 filles qui se retrouvent dans une émission de télé-réalité pour trouver l'amour dans l'espace, en fait, tout simplement. Ils vont partir sur Mars pour essayer de coloniser Phobos, qui est un satellite de Mars, en fait. Et tout ça est filmé, voilà, c'est très télé-réalité, hein, on est à fond dedans. Le Bachelor à côté, c'est de la gnognotte. On va suivre notamment Léonore, qui est une jeune française et qui en fait avait une vie un peu de merde. Elle travaillait dans une usine de croquettes pour chiens ou de pâté pour chiens et voilà, cette fille là il lui arrivait que des trucs, voilà, enfin c'est un cliché ambulant cette jeune femme. Enfin de toute façon tous les participants à la télé-réalité sont des clichés ambulants.
c'est peut-être ça qui m'a un peu dérangée, un petit peu quand même, c'est que c'était téléphoné, mais oh les phrases qui sortaient dans les capsules pour les dates, j'étais là genre mais... J'ai l'impression de regarder les anges de la télé-réalité. Mais du coup c'est super bien fait, parce que c'est exactement ce qu'on a dans les télé-réalités. Mais moi qui suis pas méga fan, j'étais là genre oh là là, mais qu'est-ce que c'est too much, qu'est-ce que c'est cliché. Puis les 12 personnes là, mais qu'est-ce qu'ils sont clichés, oh là 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 là. Et en même temps, c'est ça qui fait que Victor Dixon c'est un génie. C'est-à-dire que même si les personnages sont détestables, en fait tout est tellement logique et même si voilà les personnages je les aimais pas du tout, j'ai dévoré l'histoire. J'ai trouvé que l'histoire de fond avec tout ce qui est complot par rapport à la mission, par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui va s'entraîner sur Mars, c'était mais tellement bien fait, c'était incroyablement bien fait. Il y a énormément de bonnes choses dans ce roman. Il y a voilà le fait que l'auteur, on sent qu'il connaît son sujet, il l'a travaillé, il a fait plein de recherches, tout est au détail près, millimétré, pour que ce soit crédible, pour que on se dise waouh quand même il a bien fait son taf. Et c'est ça en fait qui est incroyable avec Victor Dixon, c'est que qu'on aime ou pas, on peut pas nier le fait que ce mec est ultra intéressant, il est super intelligent et il arrive à vous faire des histoires qui sont à la fois complètement loufoques et fantastiques et en même temps ultra crédibles. Et j'aime beaucoup ce pan-là de l'histoire. J'aime beaucoup tout ce qui se passe sur Terre parce qu'en fait on apprend qu'il y a quelque chose qu'on ne nous a pas dit en fait et qui risque en fait de tuer les participants. Et il y a toute une histoire sur ce complot avec de la télésurveillance, avec du hacking et tout. Et ça j'ai vraiment aimé cette partie. En ce qui concerne les personnages, voilà, je vous ai dit je ne les aime pas. Je les trouve tous détestables, sauf peut-être Kirsten, mais elle est un peu cliché en mode chouineuse. Et voilà, il y a des choses qui sont très téléphonées, mais on m'a dit que la suite, ils sont un peu moins relous. Et surtout, suite à la fin, je me dis mais waouh, est-ce qu'on va rester dans ce truc un peu haletant? On va se dire est-ce qu'ils vont réussir à survivre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont s'organiser? Surtout que là ils sont arrivés sur Mars, donc ça va être une totale différente ambiance, une totale différente organisation, une redistribution un petit peu des cartes avec le nouveau rôle que va peut-être jouer la directrice. Tout ça qui fait que je me dis waouh, où est-ce que ça va nous mener? Voilà, et j'ai hâte de lire la suite. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Je trouve que ce monsieur a des qualités de rédaction et de recherche qui sont folles. Et j'ai vraiment envie de pouvoir le revoir bientôt. Je sais que là il est passé à Saint-Etienne, j'ai pas pu m'y rendre malheureusement, mais la prochaine fois qu'il vient dans la région, mais je saute sur l'occasion et je vais revoir ce monsieur car à chaque fois c'est un vrai plaisir de l'entendre parler. Et mon gros coup de cœur, l'Empire du vampire de J. Christophe. Je vous ai fait un vlog entier sur ce que j'en ai pensé petit à petit. Je vous le mets ici, qui se conclut en plus par la dédicace avec J. Christophe et ça c'était un moment mais incroyable. Franchement c'est un de mes meilleurs moments de lectrice. J'étais tellement contente de pouvoir rencontrer un de mes auteurs préférés. Vraiment c'était un super moment. En plus on a eu toute une conférence où il nous expliquait sa façon de penser, sa façon d'analyser, d'écrire. Et un peu comme Victor Dixon, il fait énormément de recherches. Il a contacté des botanistes pour savoir comment serait la Terre s'il y avait moins de soleil. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que je le trouve aussi ultra intéressant et ultra intelligent. C'était un vrai bonheur de le rencontrer. Et donc l'Empire du vampire, c'est l'histoire de Gabriel de Leon, qui est un saint d'argent, c'est-à-dire que c'est un membre de l'ordre de Saint-Michon, qui est un petit peu un ordre un peu religieux de surhommes. Je vous dirai pas quoi, mais voilà, ils ont une caractéristique qui font que ce sont des surhommes et qui combattent les vampires qui se sont reproduits et qui en fait vont faire une guerre pour conquérir le monde tout simplement. Et on retrouve Gabriel quelques années plus tard qui est emprisonné par un vampire qui lui demande en fait de lui raconter son histoire. Parce que là les vampires ont gagné au moment où Gabriel raconte son histoire. Et Gabriel il va raconter son histoire mais pas linéairement, c'est-à-dire qu'il y a 3 temporalités. Il y a la temporalité du Gabriel qui raconte l'histoire, il y a la temporalité du Gabriel qui arrive à l'ordre de Saint-Michon quand il est adolescent, et il y a la temporalité de Gabriel au moment où les vampires commencent à attaquer le monde.
et ces 3 temporalités qui sont toujours en alternance, qui rendent le récit fort et structuré au niveau du rythme. On ne s'ennuie pas et en fait on n'a pas le temps parce que on change très souvent d'époque, mais en même temps ça nous fait pas nous demander où on n'est pas perdu. C'est très logique, ça se passe de façon assez, je dirais, fluide. Ce qui fait que quand on lit les 3 d'histoire, voilà, on sait où on en est. Et chaque petit pan d'histoire apporte des éléments qui peuvent nous aider à comprendre la suite de l'autre histoire. Et ça, j'ai trouvé ça mais incroyable. L'auteur nous disait aussi que dans chacun de ses romans, il essayait d'avoir une particularité. Dans Illuminé, par exemple, il y a plusieurs éléments graphiques, c'est pas que du texte, c'est un peu mixed media comme disent les anglo-saxons. Dans Nevernight, il y avait les notes de bas de page, et dans l'Empire du Vampire, il y a des illustrations qui sont absolument magnifiques, incroyables, et c'est là où je n'arrive pas à les trouver, comme par hasard, je vous en parle, je ne les trouve pas. Où sont-elles? Voilà, le livre est ponctué de ces belles illustrations. C'est un vrai plaisir. J'ai adoré ce livre, vraiment, je l'ai adoré de tout mon cœur, de toute mon âme. C'était vraiment pour moi ce que J. Christophe fait de mieux, parce que dans le tome 3 de Nevernight, j'ai l'impression qu'il comblait les trous, et là j'ai vraiment l'impression que voilà, il était dans un nouvel univers, qu'il kiffait être dans un nouvel univers, et qu'il écrivait voilà avec autant de noirceur, d'humour, voilà, c'était vraiment un gros kiff. Et je vous conseille, surtout si vous aimez les vampires un peu gothiques, je peux que vous le conseiller. Si vous aimez Nevernight, foncez, vous allez l'adorer, clairement. Si vous aimez Nevernight, vous aimerez l'Empire du Vampire. Vraiment, il n'y a aucun souci à se faire. J'ai une théorie, je vous l'explique d'ailleurs dans le vlog. Je pense que les 2 univers sont reliés. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Je pense qu'il faut attendre la fin du 3e tome pour le savoir. Même l'auteur ne le sait pas, mais bon. Je croise les doigts, ce serait tellement beau. Et le personnage de Gabriel, je l'ai vraiment trouvé très touchant. On le connaît en fait à différentes époques, et limite c'est 3 personnages différents qui ont une façon de penser, une façon d'être qui sont complètement diverses en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je le trouve très touchant, je trouve qu'il n'y a pas... il n'a pas ce petit côté un peu agaçant que Mia pouvait avoir, même si moi j'adore Mia, hein, mais je sais que Mia dans Nevernight, elle a pu en agacer certains. Moi je trouve que lui il est très humble, très sujet à ses émotions, mais c'est logique, c'est pas trop, et voilà, je pense que c'est un personnage qui est très attachant et qui a dû faire des horreurs pour faire le bien, mais qui est très attachant et qui se questionne constamment en fait sur tout ce qu'on lui a appris, sur le bien, sur le mal. Voilà, il est constamment dans un questionnement interne, et je trouve que c'est un personnage qui est très complexe, et j'aime beaucoup ce personnage. Bref, vous l'aurez compris, l'Empire du Vampire, ça a été incroyable, une vraie bonne lecture, et je le conseille à toutes les personnes qui aiment la dark fantasy et les vampires et Nevernight. Voilà, de Christophe, je vous adore, hein. Il ne me verra pas cette vidéo, mais voilà. Et c'en est déjà tout pour cette update de lecture. Je vous ai dit, c'était très rapide. Je n'ai pas lu beaucoup de livres en ce début d'octobre, mais en même temps il y en a déjà 5, c'est déjà pas mal. Et puis je pense que je vais me rattraper pour Halloween parce que j'ai plusieurs jours de congé, donc je vais essayer de vous organiser peut-être un petit vlog spécial lecture d'Halloween. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre que je vous ai proposé qui vous a plu ou qui vous tente en commentaire. Et puis si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et comme d'habitude, je vous fais des bisous.